suis Ansel Guachou, développeur PHP. Je suis passionné d'informatique et développement web en particulier, mais aussi de toutes les technologies qui tournent autour. Dans cette vidéo, il sera question de vous montrer les fondamentaux du langage PHP, ayant constaté que certaines personnes ont une difficulté dans la prise en main, surtout ceux qui ont déjà eu à travailler avec le langage fortement typé. Alors suivez attentivement la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à liker et à laisser un commentaire au besoin. Bonjour ou bonsoir à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Alors je fais cette vidéo pour ceux qui ont déjà entendu parler du langage PHP et qui aimeraient en savoir un peu plus ou alors qui hésitent encore à se lancer. PHP, ça signifie PHP Hypertext Preprocessor. Oui, le mot PHP revient dans la définition. C'est une définition récursive. C'est un langage de script, c'est-à-dire qu'il est interprété, il n'est pas du tout compilé. Et il est libre. Il permet de faire des pages web dynamiques et exécuter sur un serveur. De façon globale, quand vous avez vos fichiers où vous avez écrit votre code PHP, il est passé à ce qu'on appelle un interpréteur de code qui, lui, produit du HTML en fonction du code PHP que vous aurez écrit. Quels sont les avantages? C'est gratuit, c'est disponible sur plusieurs plateformes de téléchargement et de plus, vous n'aurez pas besoin de licence pour mettre en place ou pour exploiter. C'est simple à écrire, simple à comprendre et l'environnement de travail est aussi simple. Donc, vous n'aurez pas besoin d'une machine de type Core i5. PHP dispose d'une grande communauté de développeurs, très grande communauté, et ils sont répartis sur plusieurs plateformes d'échange. Donc, si vous avez un problème, si vous avez des incompréhensions, si vous avez des soucis ou je sais pas trop quoi, vous aurez la possibilité d'échanger avec plusieurs développeurs PHP de plusieurs niveaux, de plusieurs origines différentes. PHP est portable. Ouais, c'est portable. Vous pourrez commencer à l'écrire sur votre Windows PC et après le continuer sur votre Linux pour enfin terminer son écriture sur votre Android. Bien sûr, une fois que vous avez écrit votre code PHP, il est interopérable. Alors, PHP n'est pas le seul langage, bien sûr, qui permet de faire des pages web. Nous avons aussi le JavaScript, nous avons le Java, nous avons l'ASP, nous avons le Ruby, nous avons le Python et beaucoup d'autres langages encore. PHP permet de faire les applications web. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une différence entre un site web et une application web. Un site web, c'est tout simplement un assemblage de pages web qui permettent de présenter une information, j'ai envie de dire, de façon statique et figée. Alors qu'une application web, elle permet non seulement de collecter, de stocker, mais aussi de traiter les données. Et de ces précédentes actions, elle permet d'afficher un contenu spécifique et adaptatif pour chaque visiteur. Alors, comment ça marche? Le visiteur là, sur son device, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un téléphone, il émet ce qu'on appelle une requête HTTP vers un serveur, c'est-à-dire il essaye d'ouvrir une URL. La requête arrive sur le serveur passe la main à l'interpréteur PHP, l'interpréteur qu'on a vu un peu plus haut. Cet interpréteur, donc, il va interpréter le code PHP que vous avez écrit et il va produire du HTML, lequel sera renvoyé vers votre device pour être interprété et avoir le rendu. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un environnement de travail PHP? Pour ceux qui sont sous Windows, il vous suffit tout simplement d'installer soit XAMPP, soit WAMP, soit EasyPHP, qui
qui sont des suites logicielles. Chacun d'eux vient avec un interpréteur PHP, un serveur et aussi une base de données MySQL, ou plutôt un SGBD MySQL. Pour ceux qui sont sur Linux, il vous faudra installer chacun des paquets suivants. Nix, je le préfère Apache, qui est le serveur HTTP, MySQL Server pour faire la base de données, PHP FPM et PHP MySQL. Ensuite, donc, vous pourrez choisir d'installer un des éditeurs suivants parce que forcément vous allez écrire votre code sur un éditeur de texte, soit Sublime Text, soit Visual Studio Code, soit NetBeans. Maintenant que nous avons l'environnement de travail, il est important d'acquérir quelques notions de base. Tout code PHP doit être écrit dans un fichier avec comme extension .php et ce code doit être compris entre la balise de début et la balise de fin. Pour exécuter un code PHP, c'est très simple. Soit vous passez par un navigateur web comme on l'a vu tout à l'heure, soit vous le faites en ligne de commande. En ligne de commande, pour ceux qui sont sous Windows, il faut juste se rassurer que PHP a été rajouté dans votre global path, c'est la variable d'environnement. Et puis, vous tapez la commande PHP espace le chemin pour accéder à votre fichier et c'est tout. Il est aussi important de noter que en PHP, pour déclarer une variable, c'est aussi simple que ça. Il suffit d'écrire $, et puis suivi du nom de la variable, c'est tout. Donc en PHP, il y a des types de données comme dans les autres langages. Nous avons le booléen avec ses deux valeurs possibles, true ou false. Nous avons l'integer qui est la variable entière sur 32 bits. Nous avons le float qui est la variable réelle avec maximum 13 chiffres après la virgule. Nous avons le string qui représente la chaîne de caractères. Nous avons le array. Ici, alors, il y a deux variables, deux variantes, autant pour moi. Il y a ce qu'on appelle un tableau indexé et il y a ce qu'on appelle un tableau associatif. Les tableaux indexés sont des tableaux accessibles en index 1, 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à je ne sais pas trop combien. Et puis les tableaux associatifs sont accessibles avec des clés. Des clés, je dirais par exemple élève, et puis la valeur de la clé élève serait son nom. Nous avons le type iterable, nous avons le type object qui représente un objet, nous avons le type resource qui représente la référence vers une ressource. Par exemple, lorsqu'on manipule un fichier. Alors, ensuite, il est important de connaître les différents opérateurs. Nous avons l'opérateur d'addition, l'opérateur de soustraction, l'opérateur de division, l'opérateur de modulo. Nous avons l'opérateur d'affectation avec ses différentes variables. Le plus égal qui est une affectation numérique. Et le point égal qui est, je dirais, une affectation de concaténation. Ensuite, nous avons la concaténation. Nous avons les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. Ici, en PHP, les opérateurs logiques, nous avons le et commercial, le double et commercial, autant pour moi, qui en réalité a la même chose que le AND, et le OR qui en réalité a la même chose que le double pipe. À présent, nous arrivons sur les différents types de structures. Pour ce qui est des structures conditionnelles, nous avons le if et le switch. Le if, comme vous pouvez le constater avec ces deux variables, il a à noter que lorsque un des blocs de code d'une des variantes est exécuté, ou les autres blocs ne le seront pas. Et aussi, le if, ça fonctionne avec une expression qui renvoie ou qui est true ou false. Alors, un truc cool, c'est qu'en PHP, tout ce qui renvoie au vide, à savoir nul, 0, chaîne de caractères vide, tableau vide, est considéré comme false. Et donc, tout ce qui n'est pas vide, à savoir un entier différent de 0,
une chaîne de caractères avec une valeur non vide et un tableau avec des éléments est considéré comme true. Le switch fonctionne avec une variable et après il y a une sorte de discussion en fonction des différentes valeurs de la variable. La valeur ici pouvant être un entier, une chaîne de caractères ou un booléen. Pour ce qui est des structures itératives, nous avons le while et le do while. Alors, expression, bien sûr, ça fonctionne comme avec ce qui est expliqué dans le if. Nous avons le for avec condition de début, condition d'arrêt et le pas. Un exemple tout simple serait for i est égal à 0, i inférieur à 5, i++. Et nous avons le for each qui fonctionne avec les tableaux à la fois associatifs et indiciels. Donc, qui ici fera référence à un index pour ce qui est des tableaux indexés. Et ensuite, il fera référence à une clé pour ce qui est des tableaux associatifs. Alors, nous avons deux mots très importants quand nous parlons de structure itérative. Nous avons le continue et puis nous avons le break. Continue ici qui permet de sauter une itération. C'est-à-dire quand un code est en train de s'exécuter dans une boucle ou dans une structure itérative, dès qu'on arrive au niveau du mot-clé continue, tout le code qui est en dessous ne sera pas exécuté. Donc, à côté de ça, nous avons le break qui permet carrément de sortir ou plutôt de sauter toutes les itérations suivantes en sautant bien sûr, en incluant bien sûr les structures imbriquées. Donc en fonction du niveau de break qu'on spécifie, il peut permettre de sortir d'une, de deux, de trois, de quatre boucles successivement. Donc là, nous déclarons nos variables, nous faisons de l'affectation, nous faisons quelques opérations de la concaténation. Alors le truc cool ici, c'est que le PHP il est faiblement typé. Comme vous pouvez le constater, lorsque nous déclarons une variable, nous ne lui donnons pas de type. De la même façon, lorsque nous allons manipuler cette variable, elle pourra prendre le type que nous voulons. On pourra y mettre un entier, une chaîne de caractères, un objet, un tableau, et puis voilà quoi. Donc à la fin, on affiche quelques variables. Pour ce qui est de l'affichage, on a echo, on a print, on a var_dump, on a printer. Alors le var_dump, il est un peu spécial parce qu'il ne permet pas seulement d'afficher une variable, il affiche une variable en donnant des informations précises sur le type de la variable et sur son contenu en même temps. Donc là nous avons quelques variables dites super globales, $_get, $_post, ici qui contiennent les valeurs soumises par un formulaire respectivement avec la méthode get et la méthode post. $_request, c'est un peu une sorte de joker parce que quelle que soit la méthode utilisée pour soumettre le formulaire, que ce soit get ou post, toutes les valeurs sont dans $_request. $_file, lui, est utilisé pour récupérer les fichiers soumis par un formulaire, fichier image, PDF, Word et tout ce que vous voulez. Alors, nous avons un élément très important, le tout dernier, $globals. Lui, il contient toutes, mais je dis toutes les variables définies dans votre code PHP, que ce soit par vous ou alors par le système lui-même. Nous parlons à présent de l'écriture des méthodes en PHP. Il est important de noter qu'en PHP, procédure, fonction, tout ça c'est confondu parce que vous écrivez votre méthode, elle peut retourner une valeur à un certain moment comme elle peut ne pas retourner de valeur à un autre moment. Et encore plus cool, c'est qu'elle peut retourner une valeur de type entier à un moment et renvoyer une valeur de type chaîne de caractères à un autre moment. Mais en PHP, à partir du PHP 7, autant pour moi, pour les méthodes de type fonction, nous avons la possibilité de préciser le type de retour. Et là, nous avons quelques fonctions usuelles en PHP. Include qui permet d'inclure
un fichier PHP dans un autre fichier PHP. Empty qui permet de savoir si une variable a un contenu considéré comme vide. Je l'expliquais tout à l'heure quand on voyait le if-else. SQRT qui permet de calculer la racine carrée. strlen qui permet de calculer la longueur d'une chaîne de caractères. JSON decode qui permet de convertir une chaîne de caractères au format JSON en un objet en PHP. Et JSON encode qui permet de faire le contraire. Alors, comment est-ce que le PHP interagit avec le HTML et le JavaScript? Au niveau du title, vous pouvez voir comment on écrit le contenu d'une variable PHP dans une balise HTML. Au niveau du H1, nous avons une autre variable, plutôt une autre façon d'écrire le contenu d'une variable PHP dans une balise HTML. Pour ce qui est de l'interaction avec le JavaScript, il est là présenté une façon de passer le contenu d'un objet ou plutôt d'une structure PHP à une structure ou à un objet JavaScript. Il vous suffit de l'encoder et de l'écrire tel que l'exemple le montre. Et puis le JavaScript, lui, il récupère clairement le contenu. Nous arrivons donc sur la version orientée objet du PHP. Oui, le PHP supporte aussi l'orienté objet avec toutes les notions d'orienté objet que nous connaissons. Le mot-clé new qui permet d'instancier un objet, les mots-clés private, public, protected qui font référence aux portées des variables et des méthodes. Private étant une variable ou une méthode propre à la classe dans laquelle elle est définie. Public étant une variable ou une méthode pouvant être accessible en dehors de la classe, et protected se référant à quelque chose accessible dans la classe et les classes filles. Statique pour les variables de type statique. Underscore construct est la fonction qui est utilisée pour faire référence au constructeur. Il est aussi à noter que, comme dans les autres langages, il suffit de déclarer une fonction qui porte le nom de la classe pour qu'il devienne un constructeur. Par contre, en PHP, il n'y a pas la possibilité de surcharger des méthodes. Donc, soit vous choisissez underscore construct, soit vous choisissez le nom de la classe. Pas moyen de faire les deux. Alors là, nous avons deux méthodes très intéressantes. Underscore get et underscore set, qui sont ce qu'on appelle en PHP des méthodes magiques. Alors, une méthode magique, c'est une méthode qui va s'exécuter avant un accesseur ou alors un modificateur. Ensuite, nous avons le mot-clé return qui permet de retourner une valeur. Nous avons le mot-clé 10 ou plutôt $10 qui fait référence à la classe elle-même et qui est utilisé dans le cadre des fonctions publiques, et $self qui est utilisé, ou plutôt self qui est utilisé dans le cadre des statiques. Nous avons parent qui fait référence aux parents de la classe. Et dans l'exemple du constructeur de la classe TICA, nous avons la possibilité de voir un parent $construct pour faire comprendre que j'appelle le constructeur de la classe parent. La classe parent ici étant TIC. Et aussi le mot-clé extend qui permet de faire l'héritage. Et le mot-clé implement. Nous terminons avec l'accès à la base de données. Il est important de savoir qu'en PHP, l'accès à la base de données peut se faire soit par MySQLi, soit par PDO. Donc ici, nous avons choisi de vous montrer comment ça se passe avec PDO, parce que PDO, c'est la version orientée objet en quelque sorte. Donc, nous ouvrons notre connexion en instanciant un objet de type PDO et nous avons besoin de savoir l'adresse IP ou alors le domaine sur lequel la machine qui héberge le serveur SQL se trouve. Dans notre cas, c'est localhost. Le nom de la base de données, dbname. Dans notre cas, c'est dbname. Le nom de l'utilisateur de la base de données,
Dans notre cas, c'est dbUsername et son mot de passe dbuserpwd dans notre cas. Ensuite, donc, nous pouvons exécuter nos requêtes. Il est important de savoir que les requêtes de type insert, update et delete ont à peu près la même structure. Donc, vous écrivez votre requête et puis vous avez la possibilité de définir des paramètres. Ces paramètres, comme vous pouvez le constater, on donne leur valeur lorsqu'on exécute réellement la requête. Et donc, tout en dessous, nous avons une requête de type select. Donc, on a la possibilité de créer notre requête de type select avec la fonction query. Et après, avec la fonction fetch, nous récupérons toutes les données spécifiées dans le select pour une seule ligne de résultat, s'il y en a bien sûr. Donc, si vous voulez récupérer toutes les lignes de résultats, il vous faudra utiliser une structure itérative. Alors, nous atterrissons sur quelques sites web de référence, php.net, Stack Overflow, developer.com. php.net, c'est le site où il y a la documentation de toutes les variables, toutes les fonctions, le complet de PHP. Stack Overflow et developer.com sont des plateformes d'échange. Là, quand vous avez un problème, vous pouvez vous y rendre et puis discuter avec d'autres développeurs PHP de tous les horizons. Et là, à noter que ce ne sont pas les seuls. La liste elle est très longue. J'ai juste choisi ces trois parce que ce sont les trois que j'utilise le plus. À présent que nous avons nos quelques notions de PHP, il est temps de passer à un exercice d'application. Alors pour ce faire, nous allons faire un petit projet plutôt simple, une page de création de compte, une page de connexion et puis une page où on listera l'ensemble des personnes qui auront créé un compte. Donc pour ce faire, pour ceux qui sont sous Windows, vous irez dans la partition où il y a votre système d'exploitation. Ensuite, vous chercherez le dossier XAMPP pour ceux qui ont installé XAMPP. Et dans le dossier XAMPP, vous cherchez HTTPdoc. Dans le dossier HTTPdoc, vous créerez le dossier de votre application. Pour ceux qui ont installé WAMP, vous ferez pareil. Vous irez dans la partition où il y a votre système d'exploitation. Vous chercherez le dossier WAMP. Et dans le dossier WAMP, vous chercherez plutôt le dossier 3W. Alors pour ceux comme moi qui sont sous Linux, vous ouvrez tout simplement votre explorateur de fichiers. Je rappelle que je suis sur Ubuntu 18. Pour ceux qui sont dans des versions antérieures, il vous suffira de rentrer jusque la racine. Et depuis la racine, vous irez dans var 3W HTML. Petite autre remarque, j'ai installé Nix et non Apache. Donc le chemin que vous verrez, il est propre à ceux qui ont installé Nix et non à ceux qui ont installé Apache. Alors là, je vais créer le dossier. Le dossier il est créé et à l'intérieur du dossier, donc, je vais mettre l'ensemble des fichiers de mon application. Alors, nous voici donc sur notre page register.php qui est en réalité la page de création de compte. Nous avons là notre bloc formulaire. Dans le formulaire, nous avons disposé nos éléments. Donc, on a l'action qui correspond au fichier où seront transmis les différentes données qu'il y a dans le formulaire, la méthode, et on a enc type avec pour valeur multipath /form data.
très important pour que le formulaire puisse transmettre aussi des fichiers. Fichiers ici représentés par le input type file que nous avons là. Et ensuite, nous avons rajouté la propriété accept à notre input type file pour qu'il ne prenne que les images. Donc, vous ne pourrez sélectionner que les images. Donc, à côté de ça, nous avons notre input text qui représentera le nom. On a l'input text qui représentera l'adresse email. On a l'input text qui représentera l'input password, autant pour moi, qui représentera le mot de passe. Et un deuxième input type password qui correspondra à la confirmation de mot de passe. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer à écrire notre code pour traiter les informations en provenance du formulaire register.php. Un autre élément que j'ai oublié de vous présenter, nous avons ajouté cet input hidden avec pour name action et pour value sign up. À quoi il nous servira? Il nous servira à bien sûr pouvoir traiter de façon différente les différentes valeurs, les différentes soumissions de formulaires sur notre page form.php parce que nous avons décidé de centraliser tous les traitements de formulaires, tous les traitements de données envoyés par un formulaire sur form.php. Donc, directive de début, voilà, directive de début, un peu plus loin, directive de fin. Il est bien sûr à rappeler que la directive de fin n'est pas obligatoire tant que ce n'est que du PHP que vous écrivez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par structurer notre code en fonction des différentes actions qu'on a spécifiées dans les formulaires. Vous vous rappelez le form input type hidden. Donc, je décide d'utiliser request pour ne pas me casser la tête. Alors, première chose, je vérifie si le paramètre ou plutôt la variable action est définie dans le tableau request pour se rassurer qu'effectivement l'utilisateur vient d'un de mes formulaires. Donc, si c'est défini et que ça a pour valeur sign up, comme ceci, alors là je ferai un ensemble de choses. Sinon, alors je refais la même chose. Si c'est défini et si ça a pour valeur cette fois-là sign in, là ça sera pour la connexion. Et ensuite je refais la même chose. Si c'est l'action update, là ça sera pour la mise à jour du profil une fois que l'utilisateur sera connecté. Et un dernier else au cas où je sais pas d'où il vient. Donc dans ce cas, je vais mettre un message en session, message qui sera récupéré sur l'interface HTML pour être affiché. AMSG pour dire alert message. Vous devez vous connecter. Et ensuite, la fonction header qui permet d'écrire, d'envoyer des en-têtes spécifiques sur une page, et location qui permet d'envoyer une en-tête de redirection. C'est-à-dire dès que vous faites header location, ensuite vous décidez l'emplacement, l'utilisateur sera redirigé. Bien sûr toujours un die
parce que pour prévenir d'éventuels dans le cas où le code voudrait continuer de s'exécuter. Donc, alors, nous revenons dans notre cas de sign up. Très important aussi, pour commencer à utiliser les variables de type session, il faut commencer votre code avec un session start. C'est une fonction qui permet de démarrer une session. Alors, nous allons récupérer $name qui correspond ici au nom que l'utilisateur aura saisi. Toujours, nous passons par request. Alors, on se rassure juste des valeurs pour ne pas se tromper. Alors là, c'est name, là, c'est email. Nous récupérons par la même occasion l'email. Ensuite, le mot de passe. Ensuite, la confirmation de mot de passe. Et alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer à faire des vérifications. Première vérification, nous allons nous assurer que le mot de passe n'est pas différent de la confirmation. Bien sûr, il faudrait que les mots de passe correspondent, sinon ça ne va plus du tout. Et donc, si les mots de passe correspondent, on va se rassurer que le mot de passe n'est pas vide, parce qu'ils peuvent correspondre et être vides. Donc, nous avons vu qu'il était possible de faire de passer une variable à un if, et puis en fonction de son contenu, vide ou pas vide, il pourra considérer ça comme une expression. Alors, si ceci, nous allons refaire ceci. On va envoyer un message sur le HTML, ou plutôt dans la session. Comme ceci. Et donc, on va rediriger sur register.php parce que c'est la page dont on vient. Sign up nous permet de savoir qu'on vient de register.php. Alors, dans la mesure où les mots de passe sont identiques et aucun d'eux n'est vide, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement commencer à traiter les données qui sont venues du formulaire afin de les enregistrer. Donc, nous allons enregistrer les informations saisies, c'est-à-dire nous allons créer un utilisateur. Et pour créer un utilisateur, nous avons besoin d'ouvrir une connexion à notre base de données. Nous allons passer par PDO, qui est une méthode plutôt intéressante. Je rappelle que nous aurons pu passer par MySQL. Donc, host égale à localhost, point virgule, dbname égale à sample. Ensuite, nous allons renseigner le nom d'utilisateur de base de données et le mot de passe de l'utilisateur de base de données. Donc, dès que nous avons ça, nous pourrons venir ici
nous allons déjà nous rassurer que l'utilisateur n'existe pas, sinon on crée des utilisateurs en double. Et donc nous allons écrire une fonction que nous appelons, ou plutôt une méthode que nous appellerons checkUser qui prendra en paramètre l'adresse email et l'objet de type PDO. Ce sera quoi son travail? Son travail sera plutôt simple. Son travail sera de vérifier que l'utilisateur en cours, ou plutôt l'adresse email en cours ne correspond ou correspond déjà à un utilisateur. Ouais, email equal alors les doubles quotes dans les simples quotes, c'est très important. C'est pour que MySQL lui voit email dans des doubles quotes et donc comme une chaîne de caractères. C'est très important. Sinon, il verra le contenu de la variable de la email comme un entier ou comme un booléen. Donc, ensuite, on peut faire de la PDO comme ceci. Fetch. Nous avons vu un peu avant que fetch permettait de récupérer une ligne résultat. Une seule ligne de résultat s'il y en a. Donc, notre fonction, elle va nous renvoyer le premier utilisateur qu'elle verra. Alors, ou alors, nul, tout simplement. Et donc, ici, au niveau de la création de compte, nous pouvons faire un comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, checkUser va retourner quelque chose et mettre dans user. Et donc, le résultat de checkUser qui est dans user sera évalué par le if. En langage simple, c'est if checkUser renvoie quelque chose. Donc, s'il renvoie quelque chose, voilà, ça veut dire que l'utilisateur existe. On ne va pas créer un nouvel utilisateur. On va renvoyer un message. Cette adresse email est déjà prise. Et donc, on redirige sur la page. Alors, s'il n'entre pas dans ce if, ça veut tout simplement dire que les choses se sont bien passées, ou plutôt que l'utilisateur il est nouveau. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons préparer une requête. Nous allons préparer une requête pour insérer l'utilisateur dans la base de données. Donc, on a notre prepare insert into user. Voilà, on spécifie les champs qu'on veut insérer. Nom, email qui correspond à l'adresse email. Ensuite, nous avons ceci qui correspond à date de création et img qui correspond à l'image. Et donc, values, ici, nous allons mettre des paramètres au lieu des valeurs. Pourquoi des paramètres? Tout simplement parce que
nous voulons éviter des éventuelles injections dans notre base de données. Nous voulons éviter de nous faire attaquer. Et après ça, nous pouvons faire execute. Et puis dans execute, nous allons passer nos différentes valeurs. Sous forme de tableau associatif. Oh là là. Alors la machine fait un peu de caprice. Le temps que ça lui passe. Voilà. Donc, encore des caprices. Malheureusement, nous allons devoir attendre. Alors là, nous avons le paramètre nom. Fixons une valeur pour le paramètre nom qui est $name. Le paramètre email, fixons une valeur aussi, $email. Le paramètre credit. Là, nous donnons la date en cours. Et ensuite, le paramètre IMG, à qui nous donnons destination path. Ouais, destination path n'est pas encore défini. Du coup, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons définir destination path. Alors, nous allons commencer par vérifier que dans $_files, nous avons vu que $_files contenait tous les fichiers. Et donc, étant donné que notre input de type file s'appelle logo, nous allons commencer par vérifier que dans logo tmp-name. Pourquoi logo tmp-name? Tmp-name tout simplement parce que c'est à l'intérieur que se trouve, c'est dans la variable tmp-name que se trouve l'emplacement, ou plutôt l'endroit où l'image a été créée de façon temporaire. Et si nous voulons récupérer l'image qui a été uploadée, c'est avec tmp-name que nous allons pouvoir le faire. Donc, s'il y a quelque chose dans tmp-name, ça veut dire qu'on a uploadé une image. S'il n'y a rien, ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas uploadé d'image. Et là, on peut mettre une valeur par défaut à notre destination path. Alors, on va dire 10 img avatar.png. Très important, nous n'enregistrons pas l'image dans la base de données, mais nous enregistrons plutôt son chemin. C'est très utile parce que ça permet aussi d'éviter les attaques avec les fichiers. Et aussi, c'est moins lourd, c'est moins compliqué pour la base de données. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons définir un unique ID. À quoi il va servir le unique ID? Unique ID va servir tout simplement à s'assurer que les noms des fichiers uploadés ne se chevauchent pas. Alors, 10 users. Ensuite, là on a $uni.
dans $_ file le nom de votre input type file, et puis name, vous avez le nom réel du fichier qui est uploadé. Donc je génère un entier unique que je concatène avec le nom réel du fichier. Du coup, on aura un nom de fichier un peu barbare, je vous l'accorde, mais on s'assurera au moins que ce nom de ce fichier uploadé plusieurs fois ne corresponde pas à un seul fichier, mais à plusieurs fichiers. Ensuite, avec la fonction move upload file, nous allons déplacer le fichier uploadé, plutôt l'image uploadée, de TMP vers la nouvelle destination. Et donc, avec ça, nous insérons notre utilisateur dans la base de données, et une fois qu'il est inséré dans la base de données, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons lui envoyer un bon petit message. Et nous allons le rediriger sur la page logging.php de telle enseigne que quand il arrive sur la page logging.php, qu'il arrive avec un message et qu'il puisse directement se connecter. Alors au finish, nous avons notre page register.php qui permet d'afficher la page de création de compte. Nous avons notre page logging.php qui permet de se connecter, et puis nous avons notre page dashboard.php qui va nous permettre de consulter les informations, un certain nombre d'informations. Alors comme je le disais encore tout à l'heure, dans le formulaire de logging.php, nous avons notre action en input hidden qui vaut sign in, et dans le formulaire de dashboard qui va permettre de faire une mise à jour du nom d'utilisateur, nous avons notre action encore en hide avec un input hidden avec comme value update. Du coup, sur notre form.php, nous avons nos différentes possibilités. Soit l'utilisateur vient de sign up, donc il est en train de créer un compte, soit il vient de sign in, donc il est en train de se connecter, soit il vient d'update, donc il est en train de faire une mise à jour de son profil, soit on ne sait pas d'où il vient très exactement, donc on le renvoie à la page de connexion. Alors, la fonction check user, comme vous pouvez le constater, plutôt intéressante, elle a été réutilisée dans le cas de sign in, c'est-à-dire de la création de la connexion. Alors qu'est-ce qu'on fait? On utilise à peu près le même principe que tout à l'heure, check user, qu'on met dans une variable user. Si check user renvoie quelque chose, ça veut dire une ligne de user avec des informations, on vérifie le mot de passe. On vérifie le mot de passe et on prend la peine de le hacher d'abord avant, parce que avant de l'insérer, on le hache. Il n'est pas conseillé d'enregistrer des mots de passe sous la forme qu'il a été saisi. Donc on le hache. Là je l'ai haché avec SHA1, et donc pour se rassurer que le mot de passe il est correct, je récupère une ligne d'utilisateur par rapport à l'email qui a été renvoyé et je vérifie le hash du mot de passe. S'il correspond, ça veut dire que l'utilisateur est l'utilisateur qui essaie de se connecter à les bonnes informations. Donc on le renverra donc sur dashboard. Visuellement, c'est ceci que ça donne. Nous avons notre page de création de compte, nous avons notre page de connexion, et puis là nous avons notre page de dashboard avec la page où l'onglet où on peut mettre à jour le nom de profil, comme vous voyez là, et ensuite l'onglet où il y a la liste des utilisateurs qui ont déjà créé un compte.
Donc, nous allons revenir, nous allons créer un compte. Alors là, pourquoi est-ce que ça n'est pas passé? Nous choisissons une image. Voilà. Nous mettons un nom. Nous mettons l'adresse email. Voilà, saisissons un mot de passe. Voilà, créer le compte. Le message saisi après création de compte que voici, votre compte a été créé, connectez-vous. Vous l'avez là. Voilà, en vert parce que je l'ai défini comme un S-message, une nomenclature propre à moi qui veut dire success message. Alors, on va essayer de se connecter avec cet utilisateur. Et puis, on va mettre le mot de passe. Alors là, on est connecté. On a le nom qui a été saisi. On a l'adresse email volontairement bloqué. Voilà. Et on a l'utilisateur que voici. Voilà. Et donc, nous pouvons mettre ce profil à jour. Voilà. Le nom passe de dev à développeur. Et nous avons la possibilité, bien sûr, de nous déconnecter. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Likez cette vidéo et laissez un commentaire.